Le silence qui règne dans l'appartement de Manu n'a plus rien de reposant. Il est lourd, épais, presque oppressant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Depuis des jours, il vit enfermé dans cette parenthèse absurde où chaque minute ressemble à une punition qu'il n'a pas méritée. Le temps ne s'écoule plus normalement, il s'étire, se déforme, s'accroche à lui avec une lenteur cruelle. Manu tourne en rond, incapable de rester assis, incapable aussi de sortir. La peur d'un regard, d'un jugement, d'un soupçon non dit le cloue sur place. Ève l'observe en silence. Elle connaît ce regard, ce mélange de colère rentrée et de honte qu'il déteste ressentir. Elle sait qu'il se bat contre lui-même, bien plus que contre l'enquête. Lorsqu'il finit par s'arrêter près de la fenêtre, elle s'approche doucement, comme on le ferait avec quelqu'un au bord de la rupture. Elle ne lui promet rien de concret, ne lui vend aucun miracle. Elle lui rappelle simplement qu'Alex a réussi à obtenir une enquête préliminaire, qu'il travaille, qu'il n'a jamais lâché un ami quand il croyait en son innocence. Ces mots, pourtant simples, agissent comme un fil tendu au-dessus du vide. Manu s'y accroche sans vraiment y croire, mais il n'a plus que ça. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Sacha marche d'un pas rapide dans les rues de Montpellier. Il ne regarde personne, évite les vitrines, comme s'il craignait de croiser son propre reflet. Dans sa poche, son téléphone vibre, mais il n'ose pas encore l'écouter. Il sait déjà, il sent que quelque chose lui échappe, que le plan qu'il croyait maîtriser commence à se fissurer. Pourtant, il continue, convaincu qu'il peut encore sauver ce qui peut l'être. À la bibliothèque, il retrouve la femme chargée de lui fournir un faux passeport. Le lieu, calme et presque solennel, contraste violemment avec la nature de leur échange. Il lui tend une enveloppe épaisse, ses doigts tremblant à peine. Elle la glisse dans son sac sans poser de questions. Rien n'est dit, mais tout est compris. L'illégalité flotte entre eux comme un secret partagé, honteux et nécessaire. C'est à la sortie qu'il s'arrête enfin. Le message vocal est là, intact, comme une bombe qu'il refuse de désamorcer. Lorsqu'il appuie sur lecture, la voix de Charlotte envahit ses oreilles. Elle est calme, presque trop. Elle lui annonce qu'elle ne viendra pas, qu'elle refuse de fuir, qu'elle ne veut plus de cette vie faite de mensonges et de peur. Elle lui dit qu'elle l'aimait vraiment, mais qu'elle veut que tout s'arrête. C'est fini. Ces deux mots résonnent longtemps après que le message s'est terminé. Sacha reste immobile, figé, comme s'il avait reçu un coup en plein ventre. Sa première réaction est le mépris, un rictus de colère lui échappe. Il murmure une insulte, comme pour se convaincre qu'il n'est pas touché. Mais au fond, quelque chose se brise. Charlotte était sa dernière certitude, le dernier lien affectif qu'il croyait solide. Sans elle, tout devient plus fragile. Dans le même temps, Alex décide de ne plus attendre. Il sait que chaque heure compte, que la vérité ne se révélera pas d'elle-même. Il se rend chez Baker, déterminé, prêt à essuyer l'ironie ou le scepticisme. Il lui parle de l'appel anonyme, de cet accident de plongée qui pourrait être un meurtre, de l'autopsie qu'Hugo a examinée. Il évoque cette dose d'insuline en trop, ce détail qui transforme une tragédie en crime potentiel. Baker l'écoute à moitié, visiblement agacé. Il lui lance, presque par défi, qu'il n'a pas de temps à perdre. Alex encaisse, mais ne recule pas. Il a trop vu d'erreurs commises par excès de confiance pour ignorer une piste aussi lourde. Même sans l'appui total de sa hiérarchie, il sait qu'il doit creuser. À ce moment-là, Charlotte, loin de tout ce tumulte, vient de faire un choix irréversible. En envoyant ce message, elle a coupé le dernier fil qui la liait à Sacha. Ce n'est pas un acte de lâcheté, mais de survie. Elle refuse de sacrifier le peu de stabilité qu'il lui reste pour une fuite incertaine. Elle sait qu'en restant, elle s'expose à des conséquences, mais elle préfère affronter la vérité plutôt que vivre dans la peur constante d'être retrouvée. Ce choix la soulage autant qu'il l'effraie. Elle n'ignore pas que Sacha est capable de tout quand il se sent acculé. Pendant ce temps, Alex reçoit la femme de Jules. L'entretien est lourd, chargé d'émotions contenues. Elle se souvient des doutes de son mari, de ses soupçons concernant la gestion de la TVA, de cette méfiance grandissante envers Sacha. Elle raconte comment Jules lui avait confié ses inquiétudes, comment il craignait des anomalies, des chiffres qui ne collaient pas. Après sa mort, elle avait vendu toutes ses parts à Sacha, croyant se libérer d'un poids. Aujourd'hui, en prononçant ces mots à voix haute, elle réalise qu'elle a peut-être renforcé le pouvoir de celui qu'elle aurait dû questionner davantage. Lorsqu'elle donne le nom du comptable, Alex comprend qu'une pièce essentielle vient de s'ajouter au puzzle. La rencontre avec le comptable est décisive. Face à Alex, l'homme ne tient pas longtemps. Il avoue les anomalies, les dizaines de milliers d'euros détournés, la pression exercée pour se taire. Il raconte le chèque, la justification de Sacha, ne pas salir la mémoire de Jules. Une phrase qui sonne presque noble, mais qui masque une manipulation cynique.
Le comptable reconnaît sa faute, sa faiblesse. Il a accepté l'argent, il a fermé les yeux. Cette confession transforme le soupçon en certitude. Alex sent que l'enquête vient de basculer. Dans un autre registre, plus intime mais tout aussi tendu, Pablo compose le numéro de sa mère. Il la remercie pour le livre, tente de renouer un lien qu'il croyait rompu. Caroline, de son côté, se raccroche à ses bribes de conversation comme à une bouée. Elle lui pose des questions simples, presque banales, sur ses cours, ses amis. Pablo lui parle de Noura, de cette relation qui lui apporte un peu de légèreté. Mais lorsque Martin intervient, demandant à lui parler, le malaise est immédiat. Les mots manquent, le silence s'installe. Pablo n'a rien à lui dire, ou plutôt trop de reproches à formuler. Après avoir raccroché, il confie à Noura son désarroi. Il ne veut pas perdre le lien avec sa mère, mais Martin représente tout ce qu'il rejette. Pour lui, c'est un hypocrite, quelqu'un qui prétend protéger alors qu'il ne fait que contrôler. À ce moment-là, Martin, encore marqué physiquement par la côte fêlée causée par Pablo, tente de se justifier auprès de Caroline. Il lui parle de protection, de prévention, de peur qu'on lui fasse du mal. Ses paroles se veulent rassurantes, mais elles révèlent surtout un besoin maladif de maîtrise. Caroline l'écoute, partagée entre gratitude et inquiétude. Elle comprend que son fils se sent étouffé, mais elle voit aussi un homme persuadé d'agir pour le bien de tous. Dans les couloirs du commissariat, Yann reçoit un message de Lucie. Son regard se perd, son esprit s'éloigne. Hugo le remarque immédiatement. Il reconnaît cette absence, ce détachement soudain qui trahit un trouble plus profond. Rien n'est dit, mais le malaise est là, latent, prêt à ressurgir au mauvais moment. Chez Manu, la nuit tombe lentement. Il remercie Ève pour sa présence, pour cette fidélité silencieuse qui l'empêche de sombrer complètement. Il sait qu'il ne tiendrait pas sans elle. Chaque bruit venant de l'extérieur lui paraît suspect, chaque sonnerie de téléphone le fait sursauter. Il attend des nouvelles d'Alex comme on attend un verdict. C'est alors que, chez Sacha, tout bascule. Il vient à peine de terminer d'écouter le message de Charlotte quand on frappe à sa porte. Les coups sont secs, déterminés. Il comprend immédiatement. La perquisition commence, rapide, méthodique. Pris de panique, Sacha se rebelle, crie, tente de résister. Mais Alex et Élise sont là. Les gestes sont précis, implacables. Les menottes se referment autour de ses poignets. L'instant est brutal, sans appel. Sacha est emmené au commissariat, sous le regard des voisins, dans une humiliation publique qui achève de le déstabiliser. À ce moment-là, Élise reste un instant en arrière. Elle ouvre l'ordinateur de Sacha, commence à fouiller. Est-ce qu'elle découvre la glace? Une vidéo intime, celle de Charlotte. Une preuve accablante. En la regardant, elle comprend que Sacha est bien impliqué dans les accusations portées contre Manu, que cette affaire dépasse largement une simple fraude financière. Le piège est complet. Et pour Manu, sans qu'il le sache encore, une lueur d'espoir vient de s'allumer. Le commissariat n'a jamais paru aussi étroit que lorsque Sacha y est conduit, menottes au poignet, le visage fermé par une colère qu'il n'arrive plus à contenir. Les néons accentuent la pâleur de ses traits, creusent les ombres sous ses yeux. Chaque pas résonne comme un rappel brutal de sa chute. Lui qui croyait pouvoir contrôler le récit, orienter les soupçons, se retrouve réduit à un corps qu'on déplace, qu'on enferme, qu'on observe. Alex marche quelques mètres devant, concentré, silencieux. Il ne savoure pas cette arrestation, même s'il sait qu'elle marque un tournant décisif. Trop de dossiers lui ont appris qu'une vérité arrachée dans la précipitation peut encore se retourner contre ceux qui la manipulent mal. Il pense à Manu, à ce temps perdu, à cette injustice qui a rongé un homme de l'intérieur. Chaque image de son ami enfermé chez lui, coupé du monde, lui revient en mémoire. Il n'a pas le droit à l'erreur. Élise, elle, reste marquée par ce qu'elle vient de voir sur l'ordinateur de Sacha. La sextape de Charlotte tourne encore dans sa tête, non pas comme un simple élément à charge, mais comme un symbole. Celui d'un pouvoir exercé par la peur, par la manipulation intime. Elle connaît trop bien ce genre de mécanique pour s'y tromper. Ce n'est pas seulement une preuve technique, c'est une arme, utilisée pour contraindre, pour salir, pour détourner l'attention. Elle sait déjà que cette découverte va tout changer dans l'enquête. Dans une salle attenante, Baker échange quelques mots avec Picard. Le procureur veut comprendre, veut du solide. Il évoque le mobile financier, la fraude à la TVA, les montants détournés. Baker, plus prudent, insiste sur la cohérence globale, le faux passeport, la fuite avortée, la tentative de maquillage du meurtre. Ils savent tous les deux que le dossier est désormais lourd, mais aussi que chaque détail devra être justifié. La machine judiciaire ne pardonne pas les raccourcis. Pendant ce temps, Manu est toujours chez lui.
Le téléphone posé devant lui semble presque hostile, comme s'il refusait obstinément de vibrer. Eve essaie de détourner son attention, lui parle de choses simples, du quotidien, de tout ce qui pourrait lui rappeler qu'il existe encore en dehors de cette affaire. Mais Manu n'écoute qu'à moitié. Son esprit est ailleurs, suspendu à un appel qui tarde à venir. Il se sent vidé, comme si chaque journée de silence lui avait retiré un peu plus d'énergie. Pourtant, au fond de lui, une intuition persiste. Quelque chose est en train de bouger. À ce moment-là, Pablo traverse le lycée sans vraiment voir ce qui l'entoure. Les voix, les rires, les couloirs bondés glissent sur lui sans l'atteindre. Son échange avec sa mère l'a laissé dans un état étrange, à mi-chemin entre le soulagement et la frustration. Il repense aux mots de Martin, à cette façon de se présenter comme un protecteur alors qu'il n'a jamais demandé à l'être. Pablo ressent ce besoin viscéral d'indépendance, de vérité, même si elle fait mal. Avec Noura, il ose enfin mettre des mots sur ce qu'il ressent. La peur de perdre sa mère, mais aussi celle d'être constamment jugé, surveillé, enfermé dans un rôle qu'il n'a pas choisi. Caroline, de son côté, tente de comprendre. Elle repasse la conversation dans sa tête, analyse chaque silence, chaque hésitation. Elle voit bien que Pablo souffre, mais elle se sent prise au piège entre son amour pour son fils et la posture de Martin, qui lui apparaît de plus en plus rigide. Elle se demande si, à force de vouloir protéger, on ne finit pas par détruire ce qu'on prétend sauver. Cette pensée l'inquiète plus qu'elle ne veut l'admettre. Au commissariat, l'interrogatoire de Sacha commence. Il adopte d'abord une attitude de défi, les mâchoires serrées, le regard dur. Il minimise, détourne, tente encore de contrôler la situation. Mais face aux questions précises, aux dates, aux chiffres, aux témoignages, sa façade se fissure. Lorsqu'Alex évoque le comptable, son aveu, le chèque, Sacha accuse le coup. Il comprend que le silence qu'il avait acheté lui revient aujourd'hui comme une trahison. Son discours devient plus haché, ses réponses moins assurées. Élise observe, attentive aux moindres détails. Elle note les changements de posture, les regards fuyants, les silences trop longs. Elle sait que la vérité ne surgit pas toujours dans les mots, mais dans ce qu'on n'arrive plus à cacher. Lorsqu'elle mentionne la vidéo de Charlotte, Sacha réagit violemment. Il nie d'abord, puis se referme, conscient qu'il vient de perdre un levier essentiel. Cette réaction, presque instinctive, confirme ce qu'Élise pressentait déjà. Charlotte n'était pas qu'une victime collatérale, elle était au cœur du système de pression mis en place par Sacha. Dans un autre bureau, Hugo s'arrête un instant devant Yann. Il lui demande simplement si tout va bien. Yann répond par une phrase vague, un sourire forcé. Hugo n'insiste pas, mais il sait. Il reconnaît ce malaise qui s'installe quand quelque chose d'extérieur vient perturber l'équilibre professionnel. Les messages de Lucie, même anodins en apparence, ont visiblement ouvert une brèche. Hugo se promet de rester vigilant. Dans ce métier, la moindre distraction peut coûter cher. À la tombée de la nuit, Alex prend enfin son téléphone. Il hésite une seconde, conscient du poids de l'appel qu'il s'apprête à passer. Puis il compose le numéro de Manu. Quand celui-ci décroche, la voix d'Alex est calme, posée. Il ne s'emballe pas, ne promet pas encore la fin du cauchemar. Mais il lui dit l'essentiel. Sacha est en garde à vue, des éléments sérieux ont été découverts, l'enquête avance. Pour Manu, ces mots ont l'effet d'un choc. Il ferme les yeux, laisse échapper un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. Ce n'est pas encore une victoire, mais c'est la première fissure dans la prison invisible qui l'entourait. Eve observe cette transformation presque imperceptible. Le visage de Manu s'adoucit, ses épaules se détendent légèrement. Elle ne dit rien, mais son sourire en dit long. Elle sait que le chemin sera encore long, que rien n'est officiellement réglé. Mais elle voit aussi renaître quelque chose chez lui, l'espoir, fragile mais bien réel. Dans la salle d'interrogatoire, Sacha réalise peu à peu l'ampleur de ce qui lui échappe. Charlotte a refusé de fuir. Le comptable a parlé. La police a découvert la vidéo. Tous les piliers de son plan s'effondrent les uns après les autres. Pour la première fois, il se sent réellement seul. Plus de discours, plus de justification morale possible. Il est face à ses actes et à leurs conséquences. Et pendant que la nuit enveloppe la ville, chacun se retrouve confronté à sa propre vérité. Manu commence à croire qu'il pourra bientôt sortir de l'ombre. Élise comprend que cette affaire laissera des traces bien au-delà d'un simple dossier. Alex sait qu'il n'est plus très loin de rendre justice à son ami. Et Sacha, enfermé dans une cellule froide, mesure enfin le prix de ses mensonges. La nuit s'étire au commissariat, mais personne n'a réellement l'impression que le temps avance. Les horloges semblent tourner pour rappeler une évidence cruelle, certaines vérités ne peuvent plus attendre. Dans la cellule où Sacha a été placé, la lumière reste allumée, impitoyable. Il est assis sur le banc, le dos légèrement voûté,
les mains jointes, comme s'il tentait de retenir ce qui lui reste de contrôle. Chaque bruit du couloir résonne comme une menace. Il n'a jamais vraiment connu la peur, pas cette peur-là, celle qui naît quand tous les écrans tombent, quand il n'y a plus personne à convaincre. Dans un bureau voisin, Alex relit le procès-verbal du comptable. Les mots sont nets, précis, presque froids, mais il raconte une histoire de lâcheté et de compromission. Il se repasse mentalement les étapes, les anomalies, les silences achetés, la mémoire de Jules utilisée comme prétexte. Ce qui le frappe le plus, ce n'est pas seulement la fraude, mais la logique implacable de Sacha, se présenter comme un protecteur, un ami fidèle, alors qu'il construisait patiemment sa propre impunité. Alex se demande combien de temps un homme peut vivre avec un tel double discours sans se perdre lui-même. Élise revient avec un dossier sous le bras. Elle a passé une partie de la soirée à analyser la vidéo retrouvée sur l'ordinateur. Elle n'en parle pas immédiatement, mais son visage trahit une colère contenue. Lorsqu'elle finit par évoquer le contenu, ce n'est pas pour le décrire, mais pour souligner ce qu'il implique, un rapport de domination clair, une utilisation de l'intime comme moyen de pression. Elle sait que cette pièce sera décisive, mais elle redoute aussi ce qu'elle fera subir à Charlotte si elle devient publique. La justice a parfois un goût amer, même quand elle fait son œuvre. Pendant ce temps, chez lui, Manu n'arrive toujours pas à dormir. L'appel d'Alex a laissé une trace, une sorte de vibration persistante dans sa poitrine. Il se lève, fait quelques pas dans le salon, puis s'arrête devant une photo posée sur une étagère. Il se souvient de toutes ces années à faire son métier avec rigueur, de cette confiance qu'il avait dans le système. Et il repense à la facilité avec laquelle tout a basculé, à la rapidité avec laquelle le doute s'est installé autour de lui. Cette nuit-là, il réalise à quel point être soupçonné peut isoler, même quand on est entouré. Eve, réveillée par ses mouvements, le rejoint sans un mot. Sa présence suffit à l'ancrer dans le réel. Dans un autre quartier, Charlotte regarde son téléphone posé sur la table. Elle sait que son message a été écouté, qu'il a déclenché quelque chose. Elle n'a encore reçu aucune nouvelle, mais elle ressent une étrange sensation de libération. La peur est toujours là, tapie, prête à ressurgir, mais elle n'est plus paralysante. Elle se demande si Sacha la déteste désormais autant qu'il prétend l'avoir aimée. Cette pensée lui arrache un sourire amer. Elle comprend qu'elle a longtemps confondu attachement et emprise, et que ce choix, aussi douloureux soit-il, était le seul possible. À l'aube, le commissariat reprend un rythme plus structuré. Baker passe voir Alex et Élise. Il veut un point précis, méthodique. Il écoute, pose quelques questions, hoche la tête. Il comprend que le dossier est solide, mais il insiste sur la prudence. Chaque accusation devra être étayée, chaque lien démontré. Il sait que l'affaire Sacha Kazan pourrait faire du bruit, et il ne veut laisser aucune faille exploitable par la défense. Cette rigueur, parfois perçue comme de la froideur, est pour lui la seule manière de protéger l'enquête. Dans la cellule, Sacha commence à parler. Ce n'est pas encore un aveu, mais une tentative de justification. Il évoque Jules, leur amitié, le chaos qui aurait suivi la révélation de la fraude. Il se présente comme celui qui a voulu éviter un scandale, préserver une image. Alex l'écoute sans l'interrompre, laissant les mots se déployer jusqu'à montrer leur propre contradiction. Quand Sacha affirme avoir agi par loyauté, le silence qui suit est plus éloquent que n'importe quelle accusation. Car cette loyauté n'explique ni la manipulation, ni la violence symbolique infligée à Charlotte, ni l'acharnement contre Manu. Dans un lycée encore à moitié endormi, Pablo arrive plus tôt que d'habitude. Il s'assoit sur un banc, son sac à ses pieds, le regard perdu. Il repense à sa mère, à cette conversation inachevée, et à Martin, dont la présence pèse désormais comme une ombre. Il se demande s'il est possible d'aimer quelqu'un tout en refusant son autorité. Nora le rejoint, pose une main sur son épaule. Elle ne lui donne pas de solution, mais elle lui rappelle qu'il a le droit de chercher la sienne. Pour Pablo, ces mots sont précieux. Ils lui donnent la sensation de ne plus être seul dans ses doutes. Au commissariat, Élise fait un dernier point avec Alex avant de quitter son bureau. Elle lui confie ses inquiétudes concernant Charlotte. Elle sait que la jeune femme sera convoquée, que son témoignage sera essentiel. Alex acquiesce. Il sait que protéger les victimes fait aussi partie de leur rôle, même quand la procédure semble écrasante. Il promet de rester attentif, de ne pas transformer la justice en une nouvelle violence. La matinée avance, et avec elle, une certitude s'impose. L'affaire a franchi un seuil irréversible. Manu n'est pas encore officiellement blanchi, mais la mécanique qui l'écrasait commence à se gripper. Sacha, lui, voit ses certitudes s'effondrer une à une. Charlotte, sans le savoir encore, vient de reprendre le contrôle de son histoire. Et Alex, en observant le soleil se lever à travers la fenêtre du commissariat,
comprend que certaines nuits, aussi longues soient-elles, finissent toujours par céder face à la vérité. Le jour s'installe pleinement sur Montpellier, mais au commissariat, l'atmosphère reste lourde, presque figée. Les dossiers s'empilent, les écrans clignotent, et pourtant tout semble tourner autour d'un seul nom. Sacha. Chaque couloir, chaque bureau résonne de cette affaire qui a désormais dépassé le simple cadre d'une fraude financière. Alex le sent, ce dossier n'est plus seulement une enquête, c'est une épreuve morale pour tous ceux qui y sont mêlés. Sacha est ramené en salle d'interrogatoire. Cette fois, son attitude a changé. Il ne cherche plus à provoquer ni à impressionner. Son regard est plus fuyant, ses réponses plus mesurées. Il a compris que le rapport de force s'est inversé. Lorsqu'Alex lui parle de Charlotte, de son refus de fuir, de son message vocal, un frémissement traverse son visage. Ce n'est pas de la surprise, plutôt une blessure d'orgueil. Il réalise qu'elle lui a échappé non pas par peur, mais par choix. Cette idée lui est insupportable. Elle remet en cause tout ce qu'il croyait maîtriser. Élise, présente derrière la vitre sans teint, observe cette faille. Elle sait que c'est là que la vérité se cache. Pas dans les chiffres, pas dans les contrats, mais dans ce moment précis où un homme comprend qu'il n'a plus d'emprise. Elle note mentalement chaque réaction, chaque silence. Elle sait aussi que cette phase est délicate. Pousser trop loin pourrait le refermer, ne pas assez pourrait lui laisser une marge de manœuvre. Pendant ce temps, Baker échange longuement avec Picard. Le procureur évoque la suite, les chefs d'accusation possibles, la stratégie judiciaire, la nécessité de relier clairement la fraude à l'ensemble des manipulations. Il insiste sur un point, l'affaire Manu. Tant que tout n'est pas officiellement acté, le doute subsiste. Baker acquiesce. Il sait que le poids d'une suspicion injuste ne disparaît pas du jour au lendemain, même lorsque les faits commencent à parler. Chez Manu, la matinée est étrange. Il n'est plus complètement prisonnier de l'angoisse, mais il n'est pas encore libre. Il tente de reprendre des gestes simples, de se préparer un café, d'ouvrir les volets, comme pour réapprendre à vivre normalement. Chaque action lui demande un effort disproportionné. Ève l'encourage, sans pression. Elle voit bien que cette transition est fragile. Elle sait aussi que le retour à la lumière est parfois plus difficile que la traversée de l'ombre. À ce moment-là, le téléphone sonne à nouveau. Alex lui donne des nouvelles plus concrètes. Il ne parle pas encore de victoire, mais il lui dit que les accusations commencent à se retourner clairement contre Sacha. Manu écoute, silencieux. Lorsqu'il raccroche, il reste immobile quelques secondes. Puis il murmure, presque pour lui-même, qu'il a tenu bon. Cette phrase, simple, résonne comme une reconnaissance tardive de sa propre résistance. Au lycée, Pablo est convoqué par l'administration pour un échange informel. Rien de grave, mais la tension est palpable. Les adultes parlent de cadres, de règles, de responsabilités. Pablo écoute, mais son esprit est ailleurs. Il pense à sa mère, à Martin, à cette fracture qui ne cesse de s'élargir. Lorsqu'il retrouve Noura ensuite, il lui avoue qu'il a l'impression d'être constamment jugé, même quand il essaie de faire les choses bien. Noura lui rappelle que grandir, c'est aussi accepter de déplaire. Ces mots le touchent plus qu'il ne veut l'admettre. De son côté, Caroline commence à douter plus sérieusement. Elle repense aux paroles de Martin, à cette obsession de protection qui ressemble de plus en plus à une peur de perdre le contrôle. Elle se demande si elle n'a pas fermé les yeux trop longtemps, par confort ou par fatigue. Cette prise de conscience la bouleverse. Elle réalise qu'aimer son fils implique peut-être de s'opposer à l'homme avec qui elle partage sa vie. Au commissariat, Élise prépare la convocation de Charlotte. Elle anticipe les réactions, les résistances possibles. Elle sait que pour la jeune femme, revenir sur cette relation sera douloureux. Mais elle sait aussi que ce témoignage est essentiel pour établir le schéma global des manipulations de Sacha. Elle se promet de mener cet entretien avec la plus grande humanité possible, consciente que la procédure ne doit pas écraser la personne. Sacha, de retour en cellule, tourne en rond. Il repasse les événements dans sa tête, tente encore de trouver une issue. Mais chaque scénario se heurte à la même réalité, il est allé trop loin. La fraude, l'argent, la pression exercée sur le comptable, l'utilisation de la vidéo. Tout forme désormais un ensemble cohérent, implacable. Pour la première fois, il envisage sérieusement la possibilité de tout perdre. Cette pensée le terrifie plus que l'idée même de la prison. Dans l'après-midi, Hugo croise Alex dans un couloir. Ils échangent quelques mots sur l'autopsie, sur ce détail de l'insuline qui a tout déclenché. Hugo ne peut s'empêcher de penser à la responsabilité qu'il a prise en examinant ce dossier de plus près. Il sait qu'une simple vérification a suffi à faire basculer toute une affaire. Cette conscience le trouble autant qu'elle le rassure. Parfois, faire son travail correctement change réellement le cours des choses. Alors que la journée touche à sa fin,
une évidence s'impose à tous, même à ceux qui refusent encore de la nommer. L'affaire Sacha Kazan n'est plus une simple suspicion. Elle est devenue un révélateur. Des failles individuelles, des abus de pouvoir, des silences complices. Et au cœur de tout cela, Manu, qui commence à entrevoir la possibilité de reprendre sa place, même si les cicatrices, elles, resteront. La fin d'après-midi enveloppe le commissariat d'une lumière plus douce, presque trompeuse. Derrière les vitres, la ville poursuit son rythme ordinaire, indifférente au drame qui se joue à l'intérieur. Pourtant, pour ceux qui travaillent sur l'affaire Sacha Kazan, chaque minute pèse plus lourd que la précédente. Le dossier n'est plus seulement une accumulation de preuves, il est devenu le miroir des choix de chacun. Élise entre dans la salle d'audition où Charlotte l'attend. La jeune femme est assise droite, les mains serrées sur ses genoux. Elle a visiblement réfléchi à ce moment, mais rien ne l'a vraiment préparée à l'affronter. Élise prend le temps de s'installer, de créer un silence qui ne soit pas hostile. Elle sait que forcer la parole serait une erreur. Charlotte finit par lever les yeux. Son regard est fatigué, mais déterminé. Elle n'est pas venue pour se protéger, elle est venue pour dire la vérité. Les mots sortent lentement au début. Charlotte parle de sa rencontre avec Sacha, de cette relation qui s'est construite sur une admiration presque naïve. Elle raconte comment, peu à peu, l'équilibre s'est inversé, comment les attentions sont devenues des exigences, les silences des menaces à peine voilées. Quand Élise l'interroge sur la vidéo, Charlotte marque une pause. Sa respiration se fait plus courte. Elle explique comment cet enregistrement, présenté d'abord comme un jeu intime, s'est transformé en un outil de contrôle. Elle n'avait pas besoin qu'il la menace explicitement, elle savait ce qu'il pouvait faire de cette image. Élise écoute sans interrompre. Elle sent la colère monter, mais elle la contient. Elle sait que pour Charlotte, chaque phrase prononcée est un pas de plus vers une libération douloureuse. Lorsque la jeune femme évoque les accusations portées contre Manu, sa voix tremble. Elle explique qu'elle n'a pas tout compris au début, qu'elle s'est laissée entraîner, persuadée que se taire était la seule manière de se protéger. Ce n'est qu'en prenant de la distance qu'elle a réalisé l'ampleur de la manipulation. Son message vocal n'était pas seulement une rupture sentimentale, c'était une tentative de reprendre le contrôle de sa vie. Pendant ce temps, Alex fait le point avec Baker. Les éléments s'imbriquent désormais avec une cohérence implacable. La fraude à la TVA, le paiement du comptable, la pression exercée sur Charlotte, la tentative de détourner l'attention vers Manu, tout dessine le portrait d'un homme prêt à sacrifier les autres pour sauver sa propre image. Baker insiste sur la solidité du dossier. Il sait que la défense tentera de minimiser, de fragmenter les faits. Mais la chronologie, désormais claire, ne laisse que peu de place au doute. Chez Manu, l'attente prend une autre couleur. Il ne vit plus dans la peur immédiate, mais dans une vigilance constante. Chaque notification, chaque bruit, lui rappelle qu'il n'est pas encore totalement sorti d'affaire. Pourtant, quelque chose a changé. Il ose envisager l'après. Il parle à Eve de ce qu'il a ressenti ces dernières semaines, de cette impression d'être devenu invisible, suspect aux yeux de tous. Eve l'écoute, sans chercher à réparer. Elle sait que certaines blessures ne se referment qu'avec le temps. Elle lui rappelle simplement qu'il n'a rien perdu de ce qu'il est, malgré ce qu'on a tenté de lui enlever. Au lycée, Pablo apprend que sa mère souhaite le voir. La nouvelle le déstabilise. Il hésite, redoute une conversation de plus, lourde de non-dits. Quand ils se retrouvent, Caroline est différente. Plus hésitante, moins sûre d'elle. Elle lui parle de ses doutes, de ses erreurs, de sa peur de le perdre. Pour la première fois, elle ne cherche pas à justifier Martin. Elle reconnaît que certaines limites ont été franchies. Pablo est surpris par cette franchise. Il ne pardonne pas tout, pas encore, mais il ressent un soulagement inattendu, celui d'être enfin entendu. De retour au commissariat, Sacha est confronté aux nouveaux éléments. Alex lui parle du témoignage de Charlotte, sans en trahir la teneur exacte. Il observe la réaction de Sacha, ce mélange de rage et de désarroi. Pour la première fois, Sacha ne répond pas immédiatement. Il comprend que la dernière pièce du puzzle vient de se mettre en place. Sa solitude devient écrasante. Il réalise que l'image qu'il voulait préserver à tout prix s'est retournée contre lui, exposant au grand jour ce qu'il refusait de voir. La soirée tombe, et avec elle, un sentiment étrange de bascule. L'enquête n'est pas terminée, mais le rapport de force a définitivement changé. Charlotte quitte le commissariat épuisée, mais plus droite qu'en arrivant. Élise la regarde partir avec un respect silencieux. Elle sait que ce témoignage aura un prix, mais elle sait aussi qu'il était nécessaire. Alex, resté seul un instant dans son bureau, repense à Manu, à Charlotte, à tous ceux que cette affaire a ébranlés. Il se dit que la justice n'est jamais abstraite, elle traverse des vies, les secoue, les transforme.
Et même quand elle finit par s'imposer, elle laisse toujours des traces. Dans la cellule, Sacha s'allonge sur le banc, les yeux fixés au plafond. Les certitudes qu'il avait construites patiemment se sont effondrées. Il n'a plus personne à blâmer. Pour la première fois, il est contraint de faire face à lui-même, sans masque, sans stratégie. Et cette confrontation-là lui fait plus peur que tout le reste. La nuit s'installe de nouveau, différente de la précédente. Elle n'est plus chargée de suspense pur, mais d'un poids plus sourd, celui des conséquences. Au commissariat, les bureaux se vident peu à peu, mais l'affaire Sacha Kazan continue de vibrer dans l'air, comme une onde qui refuse de s'éteindre. Alex reste encore, penché sur le dossier, relisant les auditions, vérifiant chaque articulation logique. Il sait que le moment est décisif, c'est souvent quand tout semble clair que les erreurs surviennent. Élise repasse mentalement l'audition de Charlotte. Certaines phrases la hantent, non pas pour leur valeur juridique, mais pour ce qu'elles révèlent de la fragilité humaine. Elle pense à cette frontière floue entre consentement et contrainte, à la manière insidieuse dont le pouvoir peut s'exercer sans jamais élever la voix. Elle sait que Charlotte devra encore affronter des regards, des questions, peut-être même des doutes. Cette idée l'irrite profondément. Elle se promet, une fois de plus, de ne jamais banaliser ce genre de mécanisme. Dans le bureau du procureur, Baker et Picard finalisent les orientations. Les chefs d'accusation se précisent, les liens sont établis avec une rigueur presque chirurgicale. La fraude à la TVA n'est plus un élément isolé, mais le socle d'un système de dissimulation et de pression. Picard insiste sur un point, l'enquête devra montrer clairement que l'acharnement contre Manu n'était pas une erreur, mais une stratégie. Baker acquiesce. Il sait que cette démonstration est essentielle, autant pour la justice que pour la réparation morale. Chez Manu, la nuit est plus calme qu'il ne l'aurait cru. Il s'assoit dans le salon, sans allumer la télévision, simplement pour ressentir le silence autrement. Ce silence n'est plus une prison, mais un espace où il peut enfin respirer. Il repense à son métier, à cette identité qui a vacillé. Il se demande combien de temps il lui faudra pour faire confiance à nouveau, pour ne plus craindre le regard des autres. Ève le rejoint, pose sa tête contre son épaule. Aucun mot n'est nécessaire. Leur silence est devenu complice, réparateur. À ce moment-là, Alex l'appelle une nouvelle fois. Cette fois, le ton est différent. Il lui explique que le dossier est désormais solidement orienté contre Sacha, que les éléments convergent clairement. Manu écoute, le cœur battant. Quand Alex lui dit qu'il est en train d'être blanchi, officiellement, Manu ferme les yeux. Il ne ressent pas une joie explosive, mais un apaisement profond, presque douloureux. Comme si la tension accumulée trouvait enfin une issue. Il remercie Alex, simplement, avec une sincérité qui dépasse les mots. Dans un autre quartier, Caroline passe une nuit agitée. Sa conversation avec Pablo continue de résonner en elle. Elle réalise que protéger son fils implique parfois de reconnaître ses propres erreurs. Elle pense à Martin, à la manière dont leur relation s'est construite sur des compromis qu'elle n'a jamais vraiment interrogés. Cette lucidité nouvelle lui fait peur, mais elle sait qu'elle ne pourra plus faire comme avant. Le lendemain, quelque chose devra changer. Au commissariat, Sacha est de nouveau confronté à Alex. Cette fois, l'échange est plus bref, plus factuel. Les éléments sont posés sur la table, sans emphase. Sacha écoute, les traits tirés. Il ne cherche plus à nier frontalement. Ses réponses sont vagues, presque mécaniques. Il comprend que l'étau s'est définitivement refermé. La perspective de la détention, de la chute sociale, de la perte de son image publique, s'impose à lui avec une brutalité nouvelle. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une réalité en construction. Élise observe cette décomposition intérieure avec une distance professionnelle, mais elle n'est pas insensible. Elle sait que derrière chaque accusé se cache une histoire, mais elle sait aussi que cette humanité ne peut servir d'excuse. Elle pense à Manu, à Charlotte, à tous ceux qui ont payé le prix de cette manipulation. Pour elle, la compassion ne doit jamais effacer la responsabilité. À l'aube, Alex quitte enfin le commissariat. Le ciel commence à s'éclaircir, timidement. Il s'arrête un instant, inspire profondément. Il pense à cette affaire comme à un rappel brutal. Même les certitudes les plus solides peuvent être ébranlées, même les institutions peuvent faillir. Mais il pense aussi à la capacité de réparation, à cette lente reconstruction qui commence dès que la vérité trouve sa place. Chez Manu, le jour se lève avec une promesse fragile. Il sait que le plus dur n'est pas encore totalement derrière lui. Il devra affronter les conséquences, les regards, peut-être même ses propres doutes. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sent légitime à nouveau. Et cette sensation, aussi simple soit-elle, vaut toutes les victoires. Le matin s'installe doucement, comme s'il hésitait à déranger l'équilibre fragile qui vient de naître.
À Montpellier, la vie reprend son cours apparent, mais pour ceux qui ont traversé la tempête, rien n'est tout à fait identique. Les événements de la veille ont laissé des traces invisibles, des marques intérieures que le temps seul pourra peut-être atténuer. Au commissariat, l'activité reprend avec une sobriété presque solennelle. Le dossier Sacha Kazan est désormais clair, balisé, solidement ancré dans des faits que plus personne ne peut ignorer. Baker fait le tour des bureaux, échange quelques mots avec ses équipes. Il n'y a ni triomphe ni soulagement excessif, seulement cette sensation particulière d'avoir empêché une injustice de s'enraciner. Pour lui, c'est cela, le cœur du métier, éviter que l'erreur ne devienne une condamnation irréversible. Élise finalise les dernières notes concernant Charlotte. Elle relit ses propres mots, attentive à chaque nuance. Elle sait que le témoignage de la jeune femme sera scruté, interprété, parfois déformé. Cette perspective la met en colère, mais elle refuse de céder au cynisme. Elle se rappelle le regard de Charlotte en quittant le commissariat, ce mélange d'épuisement et de détermination. Elle comprend que, pour elle, dire la vérité n'était pas seulement une obligation judiciaire, mais un acte de survie. Sacha, lui, est transféré dans une nouvelle cellule. Le décor est différent, mais la sensation est la même, une solitude écrasante. Il repense à ses choix, à chaque moment où il aurait pu s'arrêter, faire demi-tour. Il réalise trop tard que son besoin de contrôle l'a conduit à détruire ce qu'il prétendait protéger. La perspective de la suite judiciaire l'effraie, mais ce qui le hante le plus, c'est l'idée d'être désormais vu tel qu'il est réellement, sans les artifices qu'il a si longtemps cultivés. Chez Manu, l'atmosphère est radicalement différente. Le téléphone a enfin cessé d'être un objet de peur. Les nouvelles sont tombées, claires, officielles. Son nom est lavé, sa situation rétablie. Pourtant, il ne saute pas de joie. Il s'assoit, prend le temps d'intégrer cette réalité. Être blanchi ne signifie pas effacer ce qu'il a vécu. Il repense au regard suspicieux, au silence lourd, à cette sensation d'être soudain devenu étranger à sa propre vie. Ève l'observe, consciente que la réparation sera progressive. Elle lui rappelle, avec douceur, qu'il a tenu bon, même quand tout semblait perdu. Ces mots résonnent en lui comme une reconnaissance tardive, mais nécessaire. Alex passe voir Manu en fin de matinée. Leur échange est simple, presque pudique. Aucun discours grandiloquent, seulement des regards qui disent l'essentiel. Alex sait qu'il n'a fait que son devoir, mais il ressent malgré tout une satisfaction profonde, celle d'avoir protégé un ami et avec lui, l'idée même de justice. En quittant l'appartement, il se promet de rester vigilant. Il a vu trop souvent la frontière fragile entre vérité et erreur pour s'autoriser la moindre complaisance. Au lycée, Pablo retrouve Caroline pour un dernier échange avant les cours. La conversation est différente, plus honnête. Caroline admet ses peurs, ses maladresses. Elle ne cherche plus à tout expliquer, à tout contrôler. Pablo, sans pardonner entièrement, ressent un apaisement. Il comprend que les adultes aussi peuvent se tromper, et que reconnaître une faute est parfois le premier pas vers une relation plus saine. Cette prise de conscience ne résout pas tout, mais elle ouvre une porte qu'il croyait définitivement fermée. Martin, de son côté, ressent la distance qui s'installe. Il comprend, sans qu'on ait besoin de le lui dire, que quelque chose s'est fissuré. Sa posture de protecteur absolu est remise en question. Cette remise en cause le déstabilise, mais elle lui impose aussi une réflexion qu'il a trop longtemps évitée. Il réalise que vouloir protéger ne suffit pas toujours à aimer correctement. Dans l'après-midi, Élise reçoit un message confirmant que la procédure suit son cours sans accroc. Elle ferme les yeux un instant, laisse retomber la tension accumulée. Elle pense à toutes ces affaires où la vérité n'a pas eu cette chance. Elle sait que celle-ci restera gravée, non pour sa complexité technique, mais pour ce qu'elle a révélé des rapports humains, de leurs zones d'ombre et de leurs abus. La journée s'achève lentement. Manu et Ève sortent enfin prendre l'air. Le soleil décline, enveloppant la ville d'une lumière chaude, presque rassurante. Manu respire profondément. Il sait que le chemin de la reconstruction sera long, qu'il devra réapprendre à faire confiance, à ne plus se méfier de chaque silence. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avance sans porter le poids de l'injustice sur ses épaules. Et tandis que la nuit tombe à nouveau sur Montpellier, chacun mesure à sa manière ce que cette affaire a changé. Certains ont perdu des illusions, d'autres ont gagné en lucidité. La vérité a fait son chemin, laissant derrière elle des vies ébranlées, mais aussi la possibilité d'un nouvel équilibre. Rien n'est jamais totalement réparé, mais parfois, la justice parvient à redonner à chacun la place qu'il n'aurait jamais dû perdre.